Puis quand je suis arrivé en psy, pour moi, c'était comme une illumination en quelque sorte mais tous ces intérêts-là, ça marche aussi en psychiatrie, puis en fait, ça marche encore mieux en psychiatrie. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Karine Driade, animatrice, et on se retrouve aujourd'hui en direct à Halifax, sur ICAM. Je me retrouve avec Dr Soufi, qui est résident R5 en psychiatrie, qui est aussi le président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Dr Soufi, on commence toujours le podcast en demandant à l'invité de se présenter. Alors, tu veux commencer par ça, te présenter à nous? Tu as fait une excellente introduction. Donc, comme tu l'as dit, je suis résident en dernière année en psychiatrie à McGill. Donc, j'ai fait mon parcours en médecine à McGill après avoir fait ma pré-med à McGill également. Puis ensuite, j'ai commencé la résidence en psychiatrie. Donc, born and bred à McGill. Puis là, je finis la résidence dans quelques mois à peine, donc dans 3 mois. Wow! Ça achève. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, quand tu es un étudiant en médecine, on dirait que moi, je vois ça tellement loin comme étant comme R5, puis être patron, puis Est-ce que tu penses faire un fellowship ou tu penses aller travailler? Oui. OK. Oui, je vais faire un fellowship l'an prochain à Stanford, en Californie. Ça va être un fellowship en médecine des toxicomanies. Oh, wow! Donc, je vais devoir retrouver mon stéthoscope parce que c'est un fellowship en médecine et non en psychiatrie. OK, Ça va être très intéressant. Mais ce que tu mentionnes, c'est vrai. Quand tu es en médecine, tu regardes le chemin en avant de toi, puis tu te dis, mon Dieu, c'est des années d'études, puis ensuite, c'est plusieurs années de résidence. Dépendamment de la spécialité, ça se peut qu'il y ait des fellowships à faire, puis tout. Puis ensuite, tu entres en pratique autonome. Mais maintenant que je suis en fin de parcours, puis je regarde en arrière, ça a passé en un clin d'œil. C'est fou à quel point je parle avec des collègues et des amis, puis on se dit, waouh, ça, c'était il y a 8 ans, il y a 10 ans. Puis voilà, on se retrouve à la fin maintenant. Tu vas voir, ça passe très vite. Ouais, ben juste là, on dirait que hier, j'étais en médecine préparatoire, puis là, je suis maintenant quasiment finissante. J'aimerais retourner à justement il y a 8 ans. Ben là, c'est sûr que ça fait un petit bout, là, mais tu sais, mettons, là, t'es résident R5, tu vois que ça se finit, tu vas faire un fellowship à Stanford, là, qui est quand même assez impressionnant, là. On pourra revenir un peu plus là-dessus. Mais c'est sûr que, tu sais, choisir la spécialité, mettons, moi qui est Med 3, c'est tout le temps quelque chose de stressant. C'est tout le temps quelque chose que... Je pense que moi, j'ai appelé ma mentor la semaine passée, puis là, je lui disais que j'étais stressée par rapport aux CARMS. Elle me dit, Karianne, il y a 2 choses qui vont te stresser le plus dans ta vie, c'est tes CARMS puis ton collège royal. Mm-hmm. Mais, tu sais, mettons, toi qui es passé à travers le CARMS, toi qui es passé à travers le collège royal, je sais pas si tu peux un petit peu nous passer à travers le processus-là, qu'est-ce qui t'a mené à ta spécialité, puis ensuite, on pourra parler un peu plus de ton examen au collège. Bien sûr. Mais ta mentor a raison. La période du match puis du choix de la discipline, de la spécialité, c'est en effet un moment qui est très stressant. Parce que la difficulté qu'on a en médecine, c'est qu'on rentre, puis qu'on commence les études, on est dans les bouquins, on est dans l'apprentissage, puis on n'a pas autant d'exposition que ce qu'on aimerait avoir pour découvrir. C'est ça un peu la médecine, c'est de découvrir ce qu'on aime, découvrir c'est quoi les disciplines qui nous intéressent, les champs de pratique qui nous intéressent, puis rapidement on déboule vers la fin, la 3e, la 4e année, puis là il faut faire un choix. C'est très stressant parce qu'on a cette perspective que on va être dans cette spécialité pendant plusieurs années et tout. Puis ce que j'ai à dire par rapport à ça, ça va sonner très cliché, mais prends tes intérêts en considération. Pour te donner mon exemple, moi, quand j'ai fait mon cégep, je l'ai fait en sciences lettres et arts parce que je n'arrivais pas vraiment à choisir ce que je voulais. J'appréciais tout ce qui était dans le domaine des sciences, les mathématiques, la physique, la chimie, mais aussi les arts. On a eu des cours d'architecture, on a eu des cours de dessin, de théâtre, etc. Puis c'était vraiment quelque chose qui a modelé un peu ma façon d'approcher les études pour être curieux, pour essayer d'apprendre le plus possible sur le plus de choses possibles, etc. C'est un peu comme ça que je suis rentré en médecine aussi. J'avais tout plein d'intérêts qui étaient en diplomatie, en santé publique, essayer de travailler sur des projets un peu plus de société, des projets macro. Puis pour moi, à travers mon parcours académique au cégep, puis quand j'étais plus jeune en tant qu'immigrant à Montréal, j'ai toujours voulu un peu avoir cette idée de redonner en quelque sorte à la société, puis d'être un médecin non seulement qui pratiquait avec les gens directement dans la clinique, mais aussi qui redonnait en quelque sorte à la communauté, un médecin qui est socialement engagé. C'est un peu ça que j'ai cherché dans la médecine, sans vraiment avoir d'idée en tête de ce que ce serait comme spécialité. Puis le stress commence à s'accumuler au fil des ans, comme tu le dis. Puis c'est un peu comme ça que je suis tombé sur la psychiatrie.
pensais pendant les quelques premières années de ma médecine jusqu'à la moitié de Med 3 que j'allais faire une résidence probablement en santé publique. Parce que c'était ça les intérêts qui m'animaient le plus, la santé populationnelle, les intérêts un peu plus macroscopiques, comment travailler pour faire en sorte que les services de santé soient le mieux organisés pour le plus de gens possible, etc., etc. Puis quand je suis arrivé en psy, pour moi, c'était comme une illumination en quelque sorte de mais tous ces intérêts-là, ça marche aussi en psychiatrie, puis en fait, ça marche encore mieux en psychiatrie parce que tu me parlais tout à l'heure de ton stage de psy, puis ce dont tu te rends compte, c'est que les interventions que tu fais avec les patients au jour, que ce soit des interventions pharmacologiques, psychothérapeutiques, tu rentres dans le social et tout, tu les fais pas dans un vide. C'est pas comme si tu regardes ton patient, tu fais l'entrevue, tu détermines un peu c'est quoi ton plan, puis tu vas avec ton plan. Et voilà, c'est tout, tu te laves les mains. Tu dois considérer ce que la personne en face de toi, c'est qui comme personne. C'est quoi le contexte social dans lequel ils évoluent? Est-ce qu'ils ont des difficultés financières? Est-ce qu'ils ont des difficultés sociales? Est-ce qu'il y a des enjeux relationnels, des enjeux financiers qui font en sorte que ton plan nécessairement va changer? Et donc, ce qui se passe avec le micro que tu fais avec le patient, puis le macro, ce qui se passe dans la société, je pense qu'il y a pas d'autre domaine en médecine où c'est le plus directement en contact qu'en psychiatrie. Puis j'ai eu la chance, quand j'ai fait mon stage en Med 3, bien que c'était presque à la toute fin de mon parcours, de voir que ça marchait. Puis j'ai eu la chance d'avoir plusieurs superviseurs qui m'ont encouragé, qui m'ont dit que c'est pas parce que tu n'as pas voulu faire de la psychiatrie dès le tout début de ton entrée en médecine que c'est pas un intérêt qui est vraiment genuine, qui est vraiment fondé, puis qui m'ont encouragé à aller là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai changé un peu mes stages à option. J'ai continué à faire ce que j'aimais. Parce que c'est ça que mes superviseurs m'ont recommandé. Tous ces intérêts-là que j'avais de santé populationnelle, santé publique, etc. Puis c'est un peu comme ça que j'ai appliqué en psychiatrie. Puis ils m'ont accepté, donc visiblement ça a marché. Puis je pense que c'est ça que j'aime beaucoup de la discipline. Puis pour me poser des questions par la suite, c'est que les résidents en psy, c'est des gens qui sont très différents, qui ont des intérêts différents. Il y en a un qui s'intéresse au sommeil, c'est pour ça qu'il est venu en psychiatrie. Il y en a un qui s'intéresse plus au lien entre la vieillesse puis le développement du cerveau. Donc, il y a l'odontopsychiatrie. Il y a tout plein d'intérêts différents en psychiatrie. Puis, les gens apportent leur propre bagage, leurs propres intérêts. Ça fait en sorte d'avoir un melting pot très intéressant de communauté de pratique, que ce soit en résidence ou avec les patrons. Mm-hmm. Donc, j'ai parlé beaucoup, mais c'était ça le... Non, mais wow, j'adore. On dirait que ça y est, j'en pique en psychiatrie. Non. Mais non, mais vraiment 100%. Tu sais, tu parles, mettons, ils ont tous des intérêts différents. Moi, je vois que, mettons, c'est un peu plus, peut-être, c'est la toxico qui t'intéresse, parce que c'est là que tu vas à ton fellowship. Mettons qu'on retourne à toi en Med 3, là, tu disais qu'en Med 3, tu l'avais un petit peu su sur le tard. C'est quoi c'était vraiment l'intérêt comme que tu pouvais agir avec? J'essaie de comprendre un peu c'est quoi qui t'avait vraiment allumé, puis c'était quoi toi ton niche un petit peu plus par rapport à la psychiatrie? C'est difficile à décrire. La manière dont je l'expliquerais, c'est que ce que j'ai apprécié en psychiatrie, c'est que on dit tout le temps de penser c'est quoi le bread and butter? C'est quoi le bread and butter de la pratique, de la spécialité, etc. Est-ce que c'est des otites? Est-ce que c'est des dépressions? Est-ce que c'est des chirurgies d'appendicite, etc., etc.? Puis, ce que moi, j'ai vraiment apprécié, c'est que le bread and butter de la psychiatrie, ça implique traiter des dépressions, des anxiétés, de la psychose, etc. Mais tout plan de traitement, toute approche diagnostique avec les patients doit tenir compte de leur réalité psychosociale. C'est ça qui m'allumait vraiment, que c'est pas quelque chose par lequel tu peux tu peux passer au-dessus. Tu dois le considérer, puis ça fait partie de la pratique. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé, parce que ça je trouvais que ça fitait bien avec mes propres intérêts que j'avais développés au fil de ma vie, puis au fil de ma jeune carrière académique, que je trouvais que c'était vraiment intéressant d'aller là-dedans. Puis tout le monde a cette considération-là en psychiatrie, mais avec leur propre touche, avec leurs propres intérêts, leurs propres saveurs. Je comprends. Mettons, je trouve ça intéressant parce que souvent, on se fait dire « T'as le temps de savoir la spécialité que tu veux, tel temps. » Puis, tu sais, des fois, on a des gens qui savent dès le début, des gens qui savent un peu plus tard. Puis, toi, souvent, c'était un petit peu plus tard, là, parce que tu l'as énoncé, c'était dans tes derniers stages obligatoires, j'imagine, en Mexique. Comment tu as réussi à gérer tout ton CV, ton application et tout ça? Comme quand c'est pour justement que ça mène à quelque chose de positif, parce que finalement, tu as match à McGill en psychiatrie. Comment tu as été capable de gérer tout ça pour un petit peu les étudiants en médecine qui nous écoutent et qui se retrouvent dans la même situation que toi? Ouais. Ben c'est un peu ça la beauté de la psychiatrie, c'est qu'il n'y a pas de profil unique.
de quelqu'un qui savait déjà qu'il avait un intérêt pour la psychiatrie, qui a fait de la recherche dans des domaines très spécifiques en psychiatrie, puis qui a fait des stages, qui s'est organisé pour que ça reflète dans son application que l'intérêt pour la psychiatrie était là dès le début. Puis je regarde mes collègues qui sont en résidence avec moi, je regarde des patrons également. Puis les profils sont très, très différents. Puis ce qu'on veut aller chercher dans les gens, c'est justement cette différence-là. Parce que tout le monde approche un peu la pratique de la psychiatrie avec leur propre vision. Puis, c'est un peu ça la richesse qu'est la psychiatrie. On cherche pas nécessairement le même profil pour tout le monde, parce que la richesse vient de la différence. Puis, si, pour parler aux gens qui nous écoutent, qui sont pas sûrs, ils sont en fin de parcours, puis, mais est-ce que mon CV, mon dossier reflète réellement que je veux ça? Si vous êtes capable de démontrer que votre intérêt pour la spécialité est vraiment genuine, c'est correct. Tant que ce que vous avez fait démontre d'où vient cet intérêt-là, puis que vous êtes capable de l'amener puis de le pousser quand vous entrez en résidence. Wow. C'est ça que je dirais. Ouais, ben c'est quand même très, très bien. J'étais très montré, c'est-à-dire, puis là, t'es rentré à la résidence, puis là, on voit que les intérêts, toi, c'est plus... parce que même moi qui est dans le stage de psychiatrie en sommeil, je le vois à mon plan, c'est administration bio-psychosociale. Fait que je pense que c'est ça un petit peu ce que tu veux dire. Fait que là, toi, t'es rentré en psychiatrie, t'aimais bien ça de la spécialité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à la résidence? Qu'est-ce qui t'a amené justement à ton fellow? Puis, en même temps, parler un petit peu de ta position en tant que présidente de la Fédération des médecins résidents du Québec. Parfait. Je vais essayer de résumer 5 ans. Ouais, c'est ça. Mais peut-être commencer, tu sais, parce que... Je vais essayer de mordre dans la pomme. Mais essentiellement, c'est... la résidence passe vite. Ça passe très, très vite. Je trouve que la manière dont, pour nous, c'est organisé en psychiatrie, c'est très fun. Dans le sens où on commence notre première année avec les stages qu'on appelle ectopiques, les stages qui sont en dehors de la pratique. Avec la CPC, je suis la première cohorte qui a fait la transition vers la CPC. Donc, on a eu la compétence par conception. Okay. Donc, essentiellement, c'est un nouveau modèle d'enseignement pour les résidents qui avait été introduit avec quelques programmes au début, puis ensuite d'autres programmes de spécialité. Puis ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de changements dans la structure des programmes. Puis en psychiatrie, la manière dont ça s'est articulé pour nous, c'est que on avait un peu plus de stages, un peu plus de stages en psychiatrie dans notre première année, la phase de transition dans la discipline. C'est quand même les stages de médecine interne, de neurologie, etc., qui étaient très, très, très intéressants d'aller faire un peu de tout. Puis là, rapidement, en R2, on revenait à la discipline en psychiatrie, le core, de ce qu'on appelle. Puis là, on fait nos stages de 6 mois. Là. 5-6 mois, on fait les stages d'externe, les stages d'interne sur les tâches de psychiatrie. Puis on avait très tôt dans notre parcours des stages options qu'on pouvait utiliser pour explorer un peu ce qu'on voulait. Moi, mes intérêts qui avaient commencé aux Égeps, qui ont continué en médecine, surprise, surprise, ils ont continué également en résidence. Cette forme de médecine un peu socialement engagée, etc. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire en tant que stage à l'externe. J'ai essayé de la psy légale, j'ai essayé de la psy dans des régions éloignées. On est allé, il y a quelque chose à McGill qui s'appelle le Northern Track, à travers lesquels les résidents peuvent se porter volontaires pour participer à des voyages dans les communautés éloignées au nord, dans le Grand Nord québécois, donc au Nunavik, puis dans les territoires Cris. On fait des voyages d'une semaine pour y aller. Ça, je trouvais que c'était très, très intéressant. Puis on avait l'opportunité de le faire dès le début de notre résidence. Puis là, plus tard, en fin de parcours, on a un peu plus de stages à option. Là, j'explore des stages de toxico, justement, des stages de jeunes adultes qui développent des symptômes de psychose. Puis là, justement, je vais faire un stage en santé publique dans les 3 derniers mois de ma résidence. Puis cet intérêt pour un peu l'aspect macro de la psychiatrie est resté avec moi. Puis c'est pour ça que je vais aller faire un fellow à toxico. C'est ça qui m'intéresse un peu de cet aspect de la pratique-là, c'est de voir, on a des patients qui de plus en plus, quand on regarde à travers les années, développent des troubles liés à l'usage de substances de plus en plus sévères, ça devient de plus en plus prévalent. Puis, évidemment, ça, c'est intrinsèquement lié avec, comme tu le mentionnais tantôt, le contexte bio-psychosocial. C'est pas juste le bio. Il y a une grande partie qui est ça. Il y a aussi le psychosocial. C'est d'essayer de comprendre, si on veut le mieux prodiguer des soins à ces patients-là, il faut bien comprendre leur contexte également, puis comprendre c'est quoi les changements sociétaux qui amènent à cette manifestation-là qu'on voit des troubles liés à l'usage. C'est ça mon intérêt pour le fellowship en toxico, justement. Puis c'est pour ça que je vais aller faire ça. Mais je pense que
la manière dont je me suis rendu à ce fellowship-là, c'est parce que à travers la résidence, on a eu tout plein de superviseurs, beaucoup de support de notre programme pour vraiment aller explorer nos intérêts. Je trouve que ça, c'est une particularité de la psychiatrie que, vu qu'il y a tellement de profils différents, puis tellement de personnes qui sont intéressées par beaucoup de choses, c'est un peu la même chose pour les superviseurs, pour les patrons. Et donc, on est un peu encouragé à aller chercher ce qu'on veut de notre résidence, à aller explorer nos intérêts, puis les parcours de chacun va être très différent. Puis moi, ça a donné que c'était ça un peu mes intérêts, m'impliquer dans la représentativité, les organisations, que ce soit syndicales, communautaires, etc. Puis au fil des années, je me suis impliqué de plus en plus, puis j'en suis venu à la position où je suis actuellement, à la présidence de la FMRQ. Puis personnellement, ça m'a permis d'acquérir des expériences que j'aurais pas pu avoir juste dans la facette de l'apprentissage éducatif de la résidence, puis ça me prépare éventuellement à une carrière qui je l'espère, va centrer autour de ces mêmes éléments-là en psychiatrie. Mm-hmm. J'aimerais combien de temps, parce que, tu sais, la psychiatrie, je pense que c'est une spécialité qui est... si t'es pas exposé, tu le sais pas vraiment. Mm-hmm. Je crois qu'il y a beaucoup de diversité. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples, mettons, les plus populaires que tes co-résidents ils aiment beaucoup, ou même les un petit peu plus niche, juste, mettons, pour montrer à tout le monde la beauté de la diversité. Ouf. C'est vrai que je parle beaucoup de diversité, mais je ne l'ai pas nommé. Mais mettons, tu peux faire de la pratique en cabinet. Évidemment, tu peux voir des patients sur une base externe qui présentent toutes sortes de pathologies différentes, donc que ce soit les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles psychotiques, les troubles liés à l'usage de substances. Puis chacun d'entre eux ont leur propre particularité. Ensuite, si tu as un intérêt spécifique, tu peux aller plus dans le comment t'appelles ça, dans l'interventionnel, avec des RTMS, des ECT, je sais pas c'est quoi le mot en français, Deep Brain Stimulation, etc. Il y a plusieurs centres académiques qui étudient ce genre d'intervention-là. Il y a des personnes qui sont plus intéressées par la composante du cerveau, la neuropsychiatrie, c'est ça qui les intéresse. C'est quoi l'interface entre la neurologie et la psychiatrie, les troubles à la fois neurodégénératifs, les troubles neurodéveloppementaux aussi qu'on voit émerger en enfance, à l'adolescence. Toute cette transition entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est quelque chose qui est fascinant pour certaines personnes pour voir, c'est quoi cette tranche d'âge-là entre 15, 25, 30 ans où la plupart des pathologies émergent, puis comment est-ce qu'on peut travailler pour essayer d'intervenir dans ces moments clés-là pour voir ce qu'on peut faire. Je l'ai mentionné tantôt, le sommeil, c'est également une des grandes merveilles de l'être humain qu'on apprend un peu plus à en savoir, c'est comment ça marche, qu'est-ce qui fait que le sommeil est ce qu'il est. Puis ça, c'est une branche de la psychiatrie également. De plus en plus maintenant, j'ai pas passé à travers tous les aspects psychothérapie, mais à travers la résidence, on est exposé à toutes sortes de modalités de psychothérapie différentes, que ce soit en termes de thérapie psychodynamique, thérapie cognitivo-comportementale, dialectique, supportive. Récemment, quand j'ai fait un stage, j'ai fait de la thérapie avec un superviseur, avec de la kétamine pour des patients qui étaient réfractaires à la dépression. Et donc, tout ça, c'est des domaines de pratique qui sont extrêmement variés, extrêmement différents, puis qui s'opérationnalisent dans des contextes très différents aussi. Ça peut être à l'hôpital, à l'unité interne, ça peut être à l'urgence, ça peut être en clinique, ça peut être dans au Québec, on a ce qu'on appelle des aires jeunesse, là, où les jeunes peuvent se présenter comme ils veulent, puis parler à des intervenants, ça peut être comme ça. On a des services où on visite les gens à domicile, des équipes de suivi intensif. Je vois que c'est vraiment très varié. J'adore ça. Mettons, est-ce qu'on peut revenir à, comme je vois qu'il y a une grande diversité, toi, mettons, qui est un petit peu plus intéressé par la santé publique, puis justement, plus le outreach, comment, mettons, avec la résidence, parce que moi, j'ai quand même une idée, tu sais, en ce moment, je m'implique beaucoup en tant qu'étudiante en médecine, puis je sais que ma résidence, c'est quand même c'est une autre paire de manches, dans le sens qu'est-ce que je vais être capable d'avoir quand même gardé mes activités extracurriculaires. J'aimerais savoir, toi, en tant que président de la FMRQ, tu sais, dans les dernières semaines, je pense que tu as été vraiment occupé. Comment tu es capable de pallier ça avec ton collège royal, puis juste être résident, puis travailler beaucoup dans le fond, en général? Ça peut sembler un peu paradoxal, mais puis ça, les résidents vont te le dire, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs, il faut entretenir ses intérêts hors du travail et hors de la résidence, parce que c'est ça un peu qui donne l'énergie pour passer à travers la résidence. C'est vrai que ça prend du temps.
de faire autre chose, que ce soit des gens qui continuent à faire de la musique, des sports, à s'impliquer socialement en tant que leadership, etc., peu importe. Mais je pense que la leçon la plus importante que je pourrais donner aux futurs écouteurs là, du podcast, c'est de continuer un peu à explorer leurs intérêts puis de pas le laisser tomber tout complètement, soit quand on rentre en médecine ou quand on continue en résidence ou même quand on fait la transition à la pratique, parce que c'est ça un peu qui garde notre identité, qui on est en tant que personne. Puis ça vient colorer en quelque sorte notre pratique, notre résidence, puis ça la rend plus agréable. Les apprentissages qu'on fait en résidence sont importants, mais les apprentissages qu'on fait dans notre autre vie aussi sont importants, puis viennent informer notre pratique médicale. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel à essayer de préserver le plus possible. C'est difficile. OK, c'est ça, je m'attendais. C'est difficile. Des fois, ça vient par moments. Il y a des moments, quelques journées, quelques semaines où en termes de temps, c'est beaucoup. C'est très demandant. Ouais, okay. Puis j'imagine que tu as vécu des périodes similaires. Non, système, mais mettons, médecine. je pense que c'est ça, mettons, à chaque step, il y a un truc de différent. Fait que, mettons, de préclinique à clinique, puis là, des cliniques à résidence. Fait que là, c'est ça, je m'attendais à me dire, est-ce que tu as vu justement qu'il a fallu qu'il y ait un certain ajustement à faire par rapport à la résidence puis à ton rythme de vie qui change? Ben, la résidence, c'est long. Donc, tu as le temps de faire cette acclimatation-là. Puis, les quelques premières années, tu peux aller un peu au pif puis voir qu'est-ce qui marche bien pour toi en termes d'horaire, te construire quelque chose qui marche bien pour toi, puis te donner de l'espace pour continuer à explorer ces intérêts-là, peu importe ce qu'ils ont. Puis, mettons, là, j'aimerais revenir, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ton fellowship, mais fellowship à Stanford, c'est quand même je pense que tout le monde sait c'est quoi cette université-là dans le monde. C'est une très bonne université. Qu'est-ce que tu penses qui t'a mené à aller faire un fellowship aux États-Unis? Est-ce que c'est ton implication au niveau... est-ce que tu penses ton implication au niveau quand tu étais étudiant en médecine, puis à la résidence, c'est quelque chose qui aurait joué un facteur? Ou... C'est pour aller au soleil. Comment? C'est pour aller au soleil. Ouais, c'est pour ça. Blague à part. Non, mais c'est... C'est très stressant, hein, pour... je sais que c'est quand même assez stressant, le choix de fellowship, là. Mais c'est surtout pour... parce que... Personnellement, je vois le fellowship comme un peu une continuité d'essayer d'aller explorer ses intérêts. Puis, en termes de ce que je t'ai décrit tout à l'heure par rapport à comment est-ce qu'on peut percevoir l'aspect de la médecine puis de la psychiatrie des toxicos d'un angle non seulement biologique, pharmacologique, mais également psychosocial. Puis, je pense que dans mon choix de fellowship, je cherchais à aller quelque part où j'allais pouvoir avoir cette expérience-là. Puis, on a tous entendu parler un peu de ce qui se passe dans le Bay Area en termes des problèmes qui sont liés à la toxicomanie, etc. Puis ils sont vraiment à la fine pointe de l'expérimentation sociale, puis d'essayer de découvrir des solutions pour essayer de pallier à ces enjeux de santé publique-là qui sont vraiment importants. Puis c'est ça, en très grande majorité, qui a alimenté mon choix pour aller vers ça, c'était d'essayer de voir, quel milieu allait pouvoir le plus m'aider à apprendre de nouvelles choses, puis à explorer quelque chose de différent de ce qu'on a ici à la maison, puis de pouvoir ramener ça par la suite, ces apprentissages-là. Donc, c'était ça, comment dire, la plus grande raison qui m'a poussé vers ce fellowship-là. Puis évidemment, on va être au soleil. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu plus agréable. Mais merci beaucoup, Dr. Sophie, pour ta présence au podcast. La plus grande des chances à Stanford et en Californie, là, au soleil. Vraiment, c'est tout à ton honneur. Puis, merci beaucoup. Merci de m'avoir eu. Très apprécié. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté ce merveilleux podcast avec Dr. Sophie qui nous a fait part de merveilleux conseils et un merveilleux parcours. Je suis Karen, votre animatrice. C'était le podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Si vous avez aimé, je vous encourage aussi à partager et à aimer le podcast. Si vous êtes résident d'une spécialité au Canada, je vous encourage à devenir membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. C'est gratuit, ça pourrait vous apporter beaucoup.